lors de la dernière leçon, j'avais fini d'examiner la façon dont se combine chez les Bororo du Brésil central un régime totémique et un régime animiste. Je rappelle que le totémisme Bororo distribue dans des classes homogènes nommées, les clans, des êtres humains et un très grand nombre de non-humains qui forment un assemblage cohérent pour des raisons structurelles. Du point de vue de leur origine d'abord, parce que tous les éléments non humains ont été actualisés jadis, c'est-à-dire vus et nommés par un membre humain de la classe où ils sont rangés. Ensuite, parce que ces éléments constituent pour chaque segment ce que John Christopher Crocker appelle des essences nominales qui appartiennent toutes au même type logique. Enfin, parce que leurs prototypes, les Aroé, résident tous ensemble en compagnie des âmes Aroé des humains trépassés dans les mêmes secteurs compartimentés du cosmos souterrain. Quant au régime animiste Bororo, il renvoie, comme partout ailleurs dans l'animisme amazonien, à des échanges d'énergie, de substances, de fluides entre des groupes humains et des groupes de non-humains différenciés par leur corps, puisque chaque espèce est un collectif qui est prédateur ou proie par rapport aux autres collectifs. On a pu ainsi voir que le totémisme introduisait chez les Bororo une différenciation supplémentaire ou une organisation différente des collectifs. En effet, il correspond à la transmission d'identités différenciées au sein de macro-ensembles d'humains et de non-humains, les clans, qui sont découpés différemment que dans les collectifs animistes, puisqu'ils sont regroupés non plus par des espèces de corps, mais par des espèces d'âmes, à savoir les Aroé claniques. Et donc les Bororo offrent l'image de deux grilles ontologiques superposées concernant les mêmes êtres, et c'est ça qui est important, et on verra ce cas se reproduire dans d'autres exemples ethnographiques que je mobiliserai dans de prochaines leçons, deux grilles ontologiques superposées concernant les mêmes êtres et qui sont actualisées alternativement selon les circonstances dans les rapports de prédation alimentaire et sexuelle pour ce qui est de la grille animiste, dans la transmission d'identités et de prérogatives différenciées pour ce qui est de la grille totémiste. Je voudrais à présent examiner un autre cas de combinaison entre un régime totémique et un régime animiste, toujours dans l'Amérique du Sud des basses-terres, mais qui se différencie du précédent en ce que la grille totémiste s'y rapproche beaucoup plus du modèle australien que cela n'était le cas avec les Bororo, puisqu'une véritable identité substantive et comportementale est postulée entre les membres humains et non humains des segments totémiques. C'est le cas des Wayuu, qu'on appelait jadis Guajiros, et qui résident dans une péninsule aride à cheval entre la Colombie et le Venezuela. C'est quelques-uns des textes principaux dont je vais me servir aujourd'hui pour ce cours. Alors, il faut souligner que les Wayuu sont très exceptionnels, à bien des égards, parmi les populations amérindiennes des basses-terres tropicales sud-américaines. Par leur nombre d'abord, puisqu'ils sont un peu plus de 300 000 personnes, dont une partie vit dans les villes qui bordent la Guajira, notamment à Maracaibo, et par la relative autonomie dont ils ont longtemps joui dans un territoire à l'écart des grandes voies de circulation terrestre. Vous voyez, la Guajira est tout à fait cette petite péninsule au nord de la Colombie qui pénètre assez
profondément vers la mer. La partie vénézuélienne est en réalité très minime. L'essentiel de la Guajira se trouve, le territoire de la Guajira se trouve en Colombie. Les Wayuu sont aussi exceptionnels par le fait qu'ils sont les seuls autochtones non andins de la zone intertropicale à avoir adopté l'élevage extensif. Et ils l'ont fait très peu de temps après la conquête. Ils constituent donc, de ce point de vue, une anomalie par rapport au choix généralisé qu'ont fait les Amérindiens des basses-terres de la zone tropicale de ne pas domestiquer les animaux, en tout cas les animaux autochtones, comme ils l'avaient fait plusieurs milliers d'années auparavant pour les plantes. Alors il est vrai que dans le cas des Wayuu, il ne s'agit pas d'une domestication endogène, mais de l'adoption d'animaux domestiques préalablement apportés par les conquérants. Il ne reste pas moins que le pastoralisme a longtemps fourni la base économique, et dans une très large mesure continue à le faire, et une partie de l'armature cosmologique des Wayuu, et qu'il continue à jouer au fond un rôle même économique, très important. Or, cette adoption de l'élevage, elle est d'autant plus intrigante que les Wayuu partagent par ailleurs, avec les autres populations des basses-terres d'Amérique du Sud, l'idéologie, ce qu'on pourrait appeler l'idéologie synégétique, sinon véritablement la pratique intensive de la chasse, idéologie qui a conduit ces populations des basses-terres de l'Amérique du Sud à ne pas domestiquer les espèces de la faune locale qui auraient pu l'être. La raison de cette abstention, j'en ai souvent parlé dans ce cours, elle s'inscrit dans une logique animiste classique, à savoir que les esprits, maîtres du gibier, maîtres des animaux sauvages, qui gèrent les animaux sauvages comme s'il s'agissait d'un troupeau d'animaux domestiques, ne toléreraient pas que les humains leur soustraient leur cheptel en les domestiquant pour leur propre compte. Ils admettent donc qu'ils puissent prélever des animaux par l'intermédiaire de la chasse, mais ils n'admettraient pas que l'on vienne se substituer à eux comme maîtres des animaux sauvages. Or, comme on le verra bientôt, dans le cas des Wayuu, les esprits du gibier sont aussi des personnages redoutés et très puissants chez les Wayuu. Ce sont donc les mêmes raisons qui ont conduit ces derniers à ne pas domestiquer non plus les animaux sauvages qui auraient pu l'être. Et donc l'une des dimensions de la juxtaposition du régime totémiste et du régime animiste chez les Wayuu est on pourrait le voir comme une sorte d'analogue du contraste entre Aroé et Bopé chez les Bororo, puisqu'il repose sur le contraste entre un rapport clanique aux animaux domestiques comme support d'identité collective et un rapport individuel et compétitif aux animaux sauvages et aux esprits qui les contrôlent. Une dernière raison pour laquelle les Wayuu sont exceptionnels parmi les Indiens des basses-terres tropicales d'Amérique du Sud est que leur régime d'échange est fondé sur ce que j'ai appelé ailleurs l'hétérosubstitution, à savoir la possibilité qu'une personne soit substituée par des richesses. Par exemple, dans l'échange matrimonial, où l'on paye chez les Wayuu le prix de la fiancée, et dans la vendetta, où l'on peut payer le prix du sang, c'est-à-dire où on peut racheter un homicide. Dans les deux cas, et encore à l'heure actuelle, cette substitution par des richesses se fait plutôt par des biens matériels que par de l'argent, et notamment par du bétail. Partout ailleurs en Amérique du Sud, c'est l'homosubstitution qui domine, à savoir un humain s'échange contre un humain. Une vie humaine dont on est débiteur, que ce soit sous la forme d'une femme reçue en mariage ou d'un individu que l'on a tué, devra être compensée par une autre vie humaine. Une épouse en retour,
ou un individu qui sera tué dans la parentèle du meurtrier. Partout, à l'exception, une seule exception notable, chez les Mapuches du Chili et d'Argentine, qui, eux aussi, adoptèrent très tôt l'élevage des animaux européens. Sans spéculer donc sur l'origine de cette anomalie, c'est-à-dire la préférence pour l'hétérosubstitution par rapport à l'homosubstitution, on ne peut que constater pour le moment qu'elle est corrélée avec la présence d'animaux d'élevage et qu'elle a pour effet de détacher le statut des personnes humaines de celui des animaux sauvages, ou en tout cas de dissocier légèrement ce qui, dans l'animisme, est une équivalence généralisée. Les non-humains ont une âme, ont une intériorité de même nature que celle des humains, et de rapprocher les humains des animaux domestiques, puisque seuls les animaux domestiques sont en mesure de devenir des substituts d'humains, tandis que les animaux sauvages, pourtant ontologiquement équivalents aux humains et en même temps leurs partenaires sociaux en régime animiste, demeurent ou deviennent marginalisés dans les transactions entre humains. Alors il faut rentrer un peu maintenant dans les détails ethnographiques pour voir comment tout cela fonctionne. Le présent ethnographique que je vais adopter, c'est celui de la plupart des références que vous avez lues. La Guajira connaît une évolution en ce moment, notamment avec l'industrie minière, qui a pas mal transformé notamment les formes de subsistance. Donc je me réfère à un présent ethnographique qui est aux alentours des années 1980-1990. Dès le milieu du XVIe siècle, les Wayuu sont décrits comme pratiquant l'élevage, principalement des chèvres et des moutons, parmi d'autres activités telles que la chasse, la cueillette, la pêche et, en de plus rares occasions, l'agriculture. Au début du XIXe siècle, et par la suite, ils s'affirment, et ceci encore une fois jusque dans les années 80-90, comme presque exclusivement éleveurs nomades. Donc en un temps relativement court, à partir de 1530 environ, les Wayuu ont basculé dans une activité de subsistance, dans un rapport aux animaux que rien dans la société d'avant la conquête ne laissait prévoir. Et le passage d'une économie de ponction fondée sur l'acquisition directe de produits non cultivés à une économie d'élevage itinérant où les rendements et les gains sont différés, mais où les ressources et le produit sont constamment contrôlables, représente ainsi une révolution technologique, mais aussi, et peut-être surtout, une révolution mentale dont il est probable qu'elle ait eu des ferments dans la cosmologie Wayuu avant l'arrivée des Européens. On le voit, la péninsule de la Guajira s'avance dans la mer des Caraïbes selon un axe sud-ouest-nord-est. C'est une étendue plate dans sa plus grande partie, d'une très faible altitude au-dessus du niveau de la mer, d'où émergent quelques massifs montagneux dont le plus élevé n'atteint pas 900 mètres. On distingue habituellement deux régions dans la Guajira qui couvrent à peu près la même superficie, la basse Guajira et la haute Guajira au nord. La basse Guajira se caractérise par l'absence presque totale de relief et par une très faible altitude. Entre la végétation du nord et du sud de la basse Guajira, il y a une différence qui est assez fortement marquée. La zone sud est caractérisée par un mélange de forêts sèches et de savanes arides. La zone nord est typique de la Guajira, c'est une steppe couverte d'épineux, de cactus, de figuiers, de barbarie. La basse Guajira est traversée par le seul cours d'eau permanent
de la péninsule, qui est le Rio Rancheria. Le sol y est moins sec qu'ailleurs et le bétail, principalement des bovins, y est donc plus abondant. Et l'agriculture est pratiquée le long du fleuve et le peuplement est donc relativement dense. C'est une région, disons, typique de savane. La Haute-Guajira est plus accidentée et elle comporte quelques massifs de petites collines séparées par des plaines assez larges. C'est une région de steppe semi-aride dont la végétation est principalement constituée de cactés et d'épineux. Certaines zones sont complètement désertiques. Toutefois, là où des cours d'eau souterrains affleurent relativement près de la surface, la végétation devient plus fournie et des espèces d'oasis se forment. Et c'est là que les Wayuu creusent des puits, pour leur consommation, mais évidemment aussi pour les troupeaux, ou aménagent des réservoirs pour retenir l'eau de pluie. Et enfin, sur certains versants montagneux, se produit une condensation des alizés du nord-est qui permettent la formation de ruisseaux et donc une irrigation convenable. Et c'est sur ces flancs de collines que se trouvent les cultures permanentes, mais comme je l'ai dit, elles sont tout à fait minoritaires. Donc les conditions écologiques, elles sont telles que l'agriculture n'est possible dans la péninsule que le long du Rio Rancheria, dans la Basse Guajira, et sur certains versants des collines de la Haute Guajira. Dans ce milieu aride est en partie défini par le climat. Il faut noter que l'équateur thermique, c'est-à-dire l'isotherme caractérisé par la température la plus élevée, traverse la Guajira et l'évaporation est donc beaucoup plus forte que les précipitations. Et une des constantes en particulier de ce climat, c'est que les vents alizés du nord-est qui balaient la péninsule constamment absorbent toute l'humidité, sont chargés de sable et dessèchent le sol ou bien contribuent à leur érosion. Les variations annuelles de précipitations sont considérables. Certaines années, il y a des régions de la péninsule qui ne reçoivent aucune pluie. Donc la faune et la flore de ce milieu sont bien évidemment soumises à ces sévères conditions écologiques, et la flore elle est principalement composée de cactus, d'espèces xérophytes, d'herbes adaptées au climat semi-désertique. Quant à la faune, elle se différencie de celle des plaines caraïbes, non pas par son type, mais par sa moindre abondance. Actuellement, la faune sauvage elle est principalement constituée de lapins et de tortues terrestres et marines, d'iguanes et de différentes espèces de serpents. L'animal le plus courant, c'est le charognard urubú. Mais les anciennes chroniques mentionnent une faune beaucoup plus abondante, beaucoup plus diversifiée. Et en outre, si l'on examine les animaux qui sont présents dans la mythologie, ou qui donnent leur nom à des clans totémiques, on constate que cette région de la Guajira a dû abriter autrefois une faune qui n'était pas tellement différente de celle que l'on trouve ailleurs dans les basses terres tropicales, mais amazoniennes classiques, c'est-à-dire couvertes de forêts. Et bien en particulier, toutes les espèces de carnivores, le jaguar, le puma, les cervidés, le tapir, les pécaris, etc. Cette faune devait être certainement beaucoup plus abondante au moment de la conquête et avant l'adoption de l'élevage, puisque les Wayuu étaient principalement des chasseurs-cueilleurs, l'agriculture étant pour des raisons climatiques, comme on l'a vu, pratiquement impossible, ou jouant un rôle en tout cas minime dans leur alimentation. La Guajira nourrit aussi un très grand nombre d'animaux domestiques. Par ordre numérique d'importance décroissante, ce sont les chèvres, les moutons, les ânes, les bovins, les chevaux et les mules. Et autour des habitations, on trouve aussi des porcs, des volailles, des chiens, etc. Et il faut noter au fond que la rareté actuelle des animaux sauvages
tout particulièrement des herbivores, et puisque, encore une fois, les chroniqueurs mentionnent une assez grande abondance de la faune sauvage, elle ne peut s'expliquer que par la concurrence qu'exercent les animaux domestiques contrôlés par l'homme. Autrement dit, on est dans une région où, au fond, la concurrence est visible entre les animaux domestiques et les animaux sauvages. Les animaux sauvages sont contraints de disputer leur nourriture au bétail, ils sont pourchassés par l'homme, et c'est pourquoi ils ont presque complètement disparu de la Guajira. Et entre le XVIe siècle, où les textes décrivent une grande abondance de gibier, de plantes sauvages, et maintenant, il y a donc un fort appauvrissement du milieu. Cette dégradation, elle est à l'évidence principalement anthropique, car il ne semble pas, bien que ce soit difficile à vérifier, que le climat de la Guajira ait beaucoup changé au cours des 4 derniers siècles. Et évidemment, cette dégradation progressive du milieu, elle a eu pour conséquence d'amplifier la capacité de régénérer la couverture végétale, qui est déjà affectée par une exploitation intensive du fait du pâturage. Donc, il ne s'agit probablement pas de changement climatique à proprement parler, mais de changement des conditions écologiques de l'utilisation, qui sont le fait de l'utilisation de la péninsule et de l'expansion du pastoralisme. Donc la situation de la Guajira est de ce point de vue assez semblable à celle de la région sahélienne. Donc ça tranche sur l'image qu'on a habituellement des régions tropicales de l'Amérique du Sud. Voilà une image classique qui, effectivement, n'évoque pas l'Amazonie. Comment donc se passent les rapports des Wayuu avec les non-humains? Les Wayuu vont fort peu à la chasse, c'est assez logique, il n'y a pratiquement plus de gibier, et le produit de la chasse n'entre que pour une part infime dans l'alimentation. Il arrive en de très rares occasions qu'ils abattent une des 2 espèces de cervidés qui se rencontrent encore dans la région, mais c'est un événement tout à fait exceptionnel. Le seul animal que l'on trouve fréquemment, c'est le lapin sauvage, que l'on prend surtout avec des collets, car le chasser au fusil n'est pas rentable en raison du prix des cartouches. À proprement parler, donc, les Wayuu ne vont pas à la chasse. Et c'est à l'occasion d'autres activités, notamment des activités pastorales, qu'ils remarquent des traces, qu'ils posent des collets, qu'ils abattent quelques oiseaux. Et les jeunes garçons, par exemple, qui surveillent les animaux, vont parfois tuer des tatous ou des iguanes avec des bâtons. Donc si le temps consacré à la chasse et son rendement sont absolument infimes, cette activité est en revanche entourée d'un prestige manifeste. Et les bons chasseurs, ceux qui arrivent encore à ramener du gibier, jouissent d'une grande considération. Donc la chasse n'est pas une activité importante à l'heure actuelle, tout simplement parce que le milieu s'est vidé de sa faune sauvage. En revanche, le rapport aux esprits maîtres du gibier continue d'être tout à fait crucial. On va le voir dans un moment. Et donc il y a ici une dissociation entre l'activité effective, les interactions physiques avec les animaux sauvages et les interactions avec les esprits qui contrôlent ces animaux, qui, elles, sont intenses, quotidiennes et chargées de danger. Pour ce qui concerne la cueillette, les Wayuu ne consomment plus ou très peu de baies et les racines, pas plus, lesquelles formaient, il y a encore un siècle, une partie importante de leur alimentation, si on en juge par les chroniques. Cet abandon progressif, il est dû moins à la raréfaction progressive des ressources végétales qu'à une modification des comportements alimentaires, en particulier les aliments perçus comme sauvages
dans la société colombienne et vénézuélienne urbaine ont une connotation très péjorative, ce sont des nourritures d'Indiens, qui a provoqué en partie par intériorisation du stigmate le rejet de ces nourritures de cueillette. Par ailleurs, les Wayuu sont intégrés à une économie de marché et donc il est plus facile pour eux et plus rapide d'acheter des aliments sur les marchés, essentiellement du riz et du maïs, après y avoir vendu leurs animaux, que de pratiquer la cueillette. Enfin, les fruits de certains arbres, qui sont très abondants et qui étaient autrefois utilisés pour l'alimentation humaine, sont maintenant utilisés comme fourrage pendant les périodes de sécheresse. Quant à la pêche, la dernière activité de ponction, c'est une activité encore très marginale, bien qu'elle tende maintenant à se développer plus, pratiquée par très peu de Wayuu, eux-mêmes considérés comme des marginaux, et qui est destiné essentiellement, qui a été destiné pendant longtemps à l'autoconsommation. On l'a vu, l'agriculture est marginale pour des raisons écologiques. Elle n'est qu'un dernier recours, extrêmement peu valorisé. Seuls les pauvres la pratiquent aujourd'hui comme autrefois. Je parle de pauvres parce que l'activité principale, on l'a vu, c'est l'élevage, et que l'élevage induit des différenciations économiques et politiques entre les groupes qui la pratiquent. Et évidemment, les données numériques sur la taille et la composition du cheptel dans la Guajira sont très vagues. Comme c'est le cas un peu partout, les Wayuu dissimulent le nombre réel de leurs animaux aux enquêteurs, aux vétérinaires. Ils voient en eux, parfois à juste titre d'ailleurs, des envoyés gouvernementaux chargés de leur soutirer des impôts. De plus, le régime de propriété du bétail ainsi que la mobilité des animaux ne facilite pas le recensement. On peut toutefois se faire une idée approximative du nombre de bovins, de chèvres et de moutons quand on sait que les Wayuu approvisionnent en viande une bonne partie de Maracaibo et de sa région, ainsi qu'une population non indienne qui avoisine les 100 000 personnes en Colombie. Les estimations donc, pour le cheptel, dans les années 80-90, sont supérieures à 500 000 têtes de bétail, dont 250 000 chèvres, 150 000 moutons, 30 000 bovins, 3 000 mules, et 10 000 chevaux. L'animal central, celui qui permet la subsistance commune, c'est la chèvre. C'est l'animal caractéristique de la Guajira. C'est une prédominance récente, car les documents historiques font surtout état de gros bétail, de bovins et de chevaux. Et évidemment, les conséquences écologiques de ce développement de l'élevage caprin sont importantes, car les chèvres ont pu subsister dans des zones où le bétail bovin ne le pouvait pas, s'adapter facilement aux longues périodes de sécheresse et à la végétation d'épineux. Et évidemment, en retour, c'est un système d'auto-alimentation. Les chèvres ont certainement, plus que les bovins, contribué à une accélération de la dégradation de la couverture végétale. Les bovins sont maintenant moins importants que les chèvres et les moutons, car évidemment, ils ne peuvent pas s'adapter à toutes les régions de la Guajira, mais ils sont, symboliquement, disons, tout à fait cruciaux. En effet, si chaque famille possède un âne et quelques chèvres, seuls les Wayuu riches ont des bovins qui sont, avec les chevaux, les animaux qui manifestent le prestige social. La viande de bœuf n'est consommée qu'à l'occasion d'événements festifs, d'événements particuliers tels que les enterrements ou les travaux collectifs. Et cette consommation, qui est une consommation donc principalement sociale, collective, est en partie liée à la valeur attachée aux bovins
Et cette valeur, elle tient en particulier au fait que la chair des bovins est associée à la chair du clan. Le terme, on verra ça un peu plus loin, plus en détail, le terme qui désigne le clan en Wayuu, qui est Eiruku, E accent aigu I-R-U-K-U, signifie la chair. Ce n'est pas quelque chose de très inattendu. On trouve ça assez souvent, par exemple, dans le monde australien pour désigner des segments. Et un individu d'un matrilignage donné ne pourra pas théoriquement manger la viande d'un bovin appartenant à son groupe. Il y a donc une consubstantialité entre la chair du bovin et la chair des membres du clan. Tous les animaux, je vais revenir longuement sur cet aspect qui évidemment est très important du point de vue d'une analyse du totémisme. Tous les animaux sont marqués selon le clan auquel appartient leur propriétaire, généralement au fer, aussi avec des coupes dans les oreilles, mais c'est principalement au fer, notamment pour les bovins. Et si les clans de taille réduite n'ont qu'une seule marque, les clans plus importants en ont plusieurs qui correspondent chacune à des localisations géographiques précises ou bien à des animaux éponymes différents. On verra un peu plus avant aussi qu'en effet, ces marques de clans, ces marques totémiques, si on peut dire, c'est-à-dire l'imposition d'une figure représentant un animal sauvage imprimé au fer sur un animal domestique, surdétermine l'animal sauvage à partir de l'animal éponyme du clan. La propriété des animaux est à la fois individuelle et collective, c'est-à-dire qu'un individu a la responsabilité de ces animaux, mais il ne peut pas en disposer librement si cela va à l'encontre de l'intérêt collectif. Il peut vendre, par exemple, ces animaux pour son usage personnel, mais il est tenu d'en donner quand quelqu'un de son groupe se marie ou doit effectuer un paiement consécutif à un conflit, le prix du sang. Ces obligations peuvent d'ailleurs dépasser le seul cadre des matrilignages et inclure les parents par alliance, et la taille des troupeaux par famille est très variable, même dans les clans les plus riches. Certaines familles n'ont que quelques chèvres et un âne, d'autres ont plusieurs centaines de bovins. Donc c'est une société qui est stratifiée aussi sur le plan économique, même si cette stratification est peu visible dans les manières de vivre, elle est plus maintenant avec l'arrivée d'un plus grand nombre de biens extérieurs, notamment des véhicules automobiles. Les animaux sont dispersés pendant la journée autour de l'habitation. Les chevaux, les bovins, les ânes sont entravés pour ne pas trop s'éloigner. Les autres sont confiés à la garde des jeunes enfants. Et le contrôle exercé sur les troupeaux est assez lâche. Et les animaux se perdent souvent, ce qui est à l'origine d'innombrables conflits. C'est pour ça aussi qu'ils sont marqués, mais ça n'assure pas parfaitement la possibilité de les récupérer. Et ce sont les adultes qui réunissent et qui mènent les troupeaux au point d'eau. Et de ce fait, le contrôle exercé sur les animaux, au moment où on les mène à s'abreuver, est très strict, car les animaux peuvent se mélanger à d'autres troupeaux qui vont boire au même endroit. Et c'est aussi un moment de contact entre les membres de groupes différents qui ne sont pas toujours forcément de bonnes relations. Et les adultes qui accompagnent les troupeaux sont presque toujours armés. Je le dirai tout à l'heure, mais les premiers contacts des Wayuu avec l'extérieur, comme la péninsule de la Guaquilla, cette espèce de prolongement qui s'avance dans la mer, étaient avec des pirates. Et donc avec des gens qui faisaient du commerce d'armes et de bétail. Et donc ils ont très vite compris l'intérêt des armes à feu. Et ils ont toujours été... ils se servent d'armes à feu depuis très longtemps. Et les conflits donc, au sujet des points d'eau sont nombreux.
en raison de l'imprécision qui règne au sujet des droits d'usage. Donc, de manière générale, l'économie pastorale, Wayuu, n'est pas sans présenter des analogies avec ce qui a été décrit comme étant le cattle complex des sociétés pastorales d'Afrique de l'Est, dont j'ai parlé ici dans cette maison, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, en ce que c'est une économie qui, au fond, valorise symboliquement le bétail comme un moyen de construire une échelle de prestige plutôt que fondée sur la rationalité d'une adaptation écologique raisonnable à un milieu dans lequel l'élevage n'est peut-être pas la ressource la plus adéquate. Cela dit, il n'y a pas grand-chose d'autre, vous avez vu, en fonction du fait de la nature très particulière de cet écosystème, qu'on puisse pratiquer pour y survivre. En effet, la valeur accordée au bétail a conduit les Wayuu à négliger des ressources abondantes et potentiellement très productives, notamment la pêche, la collecte des coquillages, pendant longtemps la cueillette, et donc plus que d'une ignorance réelle du potentiel économique de la mer, en particulier, même si, encore une fois, l'exploitation de la mer est en train de se développer, enfin des produits de la mer est en train de se développer, il s'agit en fait d'un désintérêt explicable pour des raisons sociologiques. Seul le bétail permet d'obtenir une épouse, permet d'être inclus dans un réseau de relations sociales, permet de faire de la politique et d'occuper des positions d'éminence. La pêche et l'agriculture sont donc délaissées, car, contrairement à la chasse et à l'élevage, leurs produits ne présentent aucun intérêt sur le plan social, n'apportent aucun bénéfice symbolique en termes de prestige, de pouvoir économique et politique. En résumé donc, pour ce qui est du rapport aux non-humains, les Wayuu tranchent sur le panorama animiste classique des basses terres sud-américaines en ce qu'ils ont adopté l'élevage et investi dans le bétail comme richesse une grande partie de la compétition et de la hiérarchie entre des clans agissant non seulement comme des personnes morales, comme c'est le cas dans les sociétés segmentaires en Afrique par exemple, mais qui ont aussi vis-à-vis du bétail une relation d'identification qui va au-delà de ce que l'on trouve dans le cattle complex des sociétés pastorales d'Afrique de l'Est. En effet, je l'ai dit tout à l'heure, et je le répète, la chair du troupeau est conçue comme un analogue à la chair du clan. Il y a donc une consubstantialité entre humains et des non-humains à l'intérieur d'un segment. Ce dernier trait pointe vers une caractéristique des systèmes totémiques à l'australienne, dans lesquels il y a identité des substances entre les membres humains et non humains de chaque classe totémique. En outre, et paradoxalement, puisque la chasse a pratiquement disparu, comme je l'ai dit, faute de gibier, les rapports que les animaux sauvages continuent, ou leur rapport, qui est un peu abstrait, aux animaux sauvages, continue à être une source de prestige individuel, tandis que le rapport ambigu et dangereux des humains avec les esprits maîtres du gibier, dont on examinera plus en détail les modalités, inscrit les Wayuu, sans conteste, dans le grand continuum animiste amérindien. Donc, deux formes de relations aux non-humains qui tranchent. L'un est une forme de relation aux animaux domestiques, l'autre est une forme de relation aux animaux sauvages. Les animaux sauvages ont pratiquement disparu, mais l'idéologie qui gouverne, qui régit le lien avec les animaux sauvages
persiste en dépit de la quasi-disparition de ces animaux. Regardons à présent maintenant comment se présente l'organisation clanique pour voir si certains aspects totémiques, notables dans le rapport des Wayuu à leurs troupeaux, je viens de les mentionner, s'y voient confirmés par d'autres indices. En effet, les Wayuu sont répartis en clans matrilinéaires, chacun associé à un ou plusieurs animaux sauvages dans leur très grande majorité. Ces clans, au nombre d'une trentaine, sont d'importance économique et numérique et politique très variable. Certains réunissent plusieurs milliers d'individus, d'autres à peine une centaine. Les premiers se retrouvent dans plusieurs régions de la péninsule, les seconds sont limités à une seule zone. Chaque clan est associé à un animal. Mais les clans les plus importants ont plusieurs totems, divisions qui correspondent souvent à une occupation de régions différentes de la Guajira. Et je répète, je reviendrai à maintes reprises là-dessus, le terme Wayuu qui désigne le clan, Eiruku, veut dire la chair et connote ainsi une notion de consubstantialité. Alors un mythe assez intéressant retrace l'origine des clans. Vous vous souvenez peut-être que dans la première leçon, j'avais dit que, au fond, les ressources qui nous permettent d'identifier des régimes ontologiques animistes et des régimes ontologiques totémiques ne sont pas tout à fait les mêmes, et que les ressources pour identifier les systèmes totémiques sont plutôt dans les récits étiologiques, et les ressources pour identifier un régime animiste sont plutôt dans des pratiques rituelles, et en particulier dans la mythologie implicite des pratiques rituelles. Donc là, on a un mythe qui retrace l'origine des clans, qui justifie l'origine des clans. Il se situe à l'époque où un démiurge qui s'appelle Marewa a fini de créer la seconde humanité, après avoir puni la première humanité qui avait fait mauvais usage de tout ce qu'il avait fabriqué à leur intention. Et afin que cette seconde humanité soit plus parfaite et que le monde soit mieux ordonné, ce démiurge décide de la répartir en plusieurs groupes. Mais il hésite à faire cela tout seul. Alors le démiurge, Marewa, demande d'abord aux singes, mais celui-ci donne aux hommes des noms méprisants, ridicules, obscènes, scatologiques. Et Marewa est furieux, il le renvoie, il le condamne à mener une existence vagabonde et à être l'objet de la moquerie des hommes. Après cette création manquée de l'ordre social, de la segmentation sociale, Marewa demande à un oiseau de réaliser le projet. C'est Utta, c'est un petit buconidé. L'oiseau forme des couples d'hommes et de femmes, il leur assigne un animal comme symbole du groupe à venir, animal qu'ils appellent grand-père, et qu'il leur sera interdit de tuer gratuitement, car ce faisant, ils ne feraient que tuer le père de la progéniture de leur groupe. Puis il énonce les noms des groupes avec l'animal ou les animaux qui leur correspondent. Alors, je ne vais pas noter tous les groupes, il y en a une trentaine, j'en donne ici que quelques-uns. Vous voyez qu'on a donc un clan est défini par un nom, une caractéristique générale, et puis un animal clanique. Donc ceux qui vivent dans leur propre maison, le vautour royal, ceux qui avancent d'un pas lourd, l'abeille et le cerf, ceux qui vivent sur les rochers, etc. Poursuivant son œuvre, l'oiseau Utta établit les relations d'alliance entre les clans. Et il définit ainsi un paquet, 4 paquets plutôt, de clans auxquels il assigne des caractéristiques précises, la taille des unités familiales, la localisation, le degré de prestige, etc. Et enfin, cet oiseau, Utta, achève la mise en ordre de l'univers social par l'énoncé des règles de filiation matrilinéaire et par les normes de différenciation entre les Wayuu et les étrangers. Les étrangers sont appelés Aliruna
et donc ils ne sont pas du tout traités, évidemment, de la même façon. Une chose intéressante, c'est que les listes de clans Wayuu fournies par les chroniqueurs et les ethnographes, les observateurs, disons, depuis 3 siècles, sont très variables. Contrairement à ce que j'avais dit, par exemple, au clan Bororo, qui, au contraire, dont les noms frappent par leur permanence. Certaines listes de clans associent ces clans avec des animaux domestiques introduits par les Espagnols, la poule, le canard, l'âne, le mouton, le cheval. D'autres ne comportent que des animaux totémiques sauvages. On voit le même type de variabilité dans le type de rapport que les Wayuu entretiennent avec leurs animaux éponymes. Certains Wayuu voient dans leur comportement personnel des traits communs avec celui du totem, de l'animal totémique de leur clan. D'autres se défendent de toute relation, de tout lien entre les deux. C'est le cas en particulier, évidemment, des clans associés avec des animaux peu prestigieux ou dont certains traits de comportement sont vus comme honteux, par exemple le vautour ou l'âne. La localisation des clans sur le territoire de la Guajira est tout aussi fluide et imprécise que leur affiliation totémique. Certains clans sont démographiquement importants, politiquement puissants, présents dans toute la péninsule. D'autres sont présents dans de moins nombreuses régions, d'autres encore n'existent qu'en certaines régions et sont considérés comme, au fond, dépendants de clans plus puissants qui les entourent. D'autres, enfin, ne sont représentés que par quelques dizaines d'individus ou, même dans certains cas, ont été complètement absorbés par des clans supérieurs. Alors, les clans ont perdu aujourd'hui une partie de leur importance sociologique et politique au profit d'unités matrilinéaires toujours plus petites et qu'il faut passer en revue. J'en ai fait ici la synthèse d'après le travail de Watson, Guajiro Social Structure. On a en premier lieu donc le clan, le matriclan, Eiruku, la chair donc, qui est nommé, qui est doté d'une caractéristique comportementale ou physique parfois, associée à un ou plusieurs animaux totémiques et qui est non localisé dans la Guajira. Le deuxième niveau, c'est le matrilignage maximal, qui est non nommé, qui est parfois dénoté par affixation d'un nom d'animal à un nom de clan, qui est localisé, qui comprend des individus qui sont reliés en ligne maternelle jusqu'à une aïeule commune sur une profondeur généalogique qui peut atteindre 4 ou 5 générations. Et la proximité géographique des membres du matrilignage maximal s'accompagne d'une solidarité qui prenait autrefois la forme de factions guerrières. La faction guerrière efficace, c'était celle du matrilignage maximal. Une autre caractéristique de ce groupe, c'est qu'il exerce des droits sur le milieu, sur les ressources. En d'autres termes, l'accès à ces ressources, particulièrement aux terres de pâture, est en général contrôlé par un matrilignage maximal et est conditionné pour n'importe quel individu à l'appartenance à ce matrilignage. C'est aussi le matrilignage maximal qui constitue l'unité politique de base de la société Wayuu, puisque chaque matrilignage est doté d'un chef. Ce chef est reconnu parmi les chefs des matrilignages restreints, donc au niveau inférieur, comme celui qui a les troupeaux les plus nombreux, c'est-à-dire comme en fait le plus riche. Et en échange de cela, il sera celui qui devra nourrir et protéger le plus de gens. Son rôle, au fond, c'est d'assumer la cohésion, l'ordre, la paix du groupe à l'intérieur du matrilignage dont il a
la responsabilité. Il le fait à travers de ses talents d'orateur, mais son discours, au fond, est lui-même rendu efficace par la richesse. C'est parce qu'il est riche aussi qu'il parle bien. Il parle bien parce qu'il est riche. Le matrilignage minimal est le plus bas niveau de la hiérarchie segmentaire. C'est à ce groupe que l'individu appartient. C'est à ce groupe que l'individu appartient en premier lieu, si vous voulez, et il se définit par sa responsabilité collective. Quand un Wayuu se trouve pris dans un conflit, et vous l'avez compris, ça arrive assez souvent, c'est au niveau de ce matrilignage minimal qu'on tentera en premier lieu de résoudre le conflit. Et par exemple, la réparation de l'offense sera fournie ou reçue par ce matrilignage. Et c'est au sein de cette unité également que se transmettent les biens, principalement les troupeaux, depuis l'oncle maternel jusqu'au neveu utérin, puisque c'est un système matrilinéaire. Les biens étant en général liés à la position sociale, c'est donc également au sein du matrilignage minimal que se transmettent les positions politiques, également de l'oncle maternel au neveu utérin. Donc, on a ici solidarité, responsabilité collective, transmission des positions sociales qui font de cette unité, au fond, l'unité politique efficace de la société Wayuu. En dessous, on a la famille étendue, qui est moins une unité sociopolitique qu'un groupe de résidence, dont les fonctions économiques ne sont qu'une extension, au fond, de la famille nucléaire, et qui réunit des sœurs mariées avec leurs maris et leurs enfants autour de la maison de leur mère. Encore une fois, c'est un système matrilinéaire. Puis enfin, on a la famille nucléaire. Il faut noter enfin que la présence d'un esclavage domestique subsiste, bien que de façon évidemment pas de façon aussi évidente qu'il a existé à une certaine époque. Il est manifestement cet esclavage domestique d'origine très ancienne. Le statut servile n'est pas héréditaire. Il est soit la conséquence d'un endettement, soit la conséquence d'une capture dans une guerre intratribale, soit l'effet d'une sécheresse, d'une catastrophe, d'une période de famine, une catastrophe économique qui oblige certaines familles à vendre certains de leurs membres, généralement des enfants. Donc on voit ici, à travers ce système de la hiérarchie segmentaire, un système qui à la fois est très segmenté du point de vue de l'emboîtement des unités segmentaires, mais qui est aussi très stratifié sur le plan social et politique. Il est évidemment ce système très atypique par rapport au modèle classique de l'Amérique du Sud tropicale, qui sont beaucoup plus égalitaires et dans lesquels on n'a pas du tout ce système de segmentation stratifiée. Il est de ce point de vue-là, ce système beaucoup plus proche des systèmes segmentaires de type africain, dont le paradigme sont les fameuses sociétés nilotiques, notamment lénuaires, fondées elles aussi sur le pastoralisme. Alors, ça ne signifie pas pour autant que le système Wayuu se soit transformé pour s'adapter à une économie pastorale. Les sources historiques semblent au contraire indiquer une grande antiquité de cette organisation segmentaire dont la structure formelle, semble-t-il, préexistait à l'adoption de l'élevage. Et un indice de cela, c'est la persistance de la matrilinéarité. La matrilinéarité est très exceptionnelle chez les pasteurs nomades, surtout en association, comme c'est le cas avec la matrilocalité, c'est-à-dire la résidence avec la descendance utérine, ce qui tendrait à indiquer que la segmentarité matrilinéaire n'est pas le produit d'une adaptation à de nouvelles techniques de production, comme l'élevage, le pastoralisme nomade, mais probablement un mode d'organisation très ancien chez les Wayuu. Enfin, il y a une dernière caractéristique des systèmes segmentaires qu'exhibe la société Wayuu, sur lequel il faut s'attarder un moment,
c'est le fonctionnement de la mécanique des conflits. La vie sociale des Wayuu est constamment ponctuée par des conflits dont tous donnent lieu à un paiement compensatoire. L'ensemble conflit-paiement est appelé Purchi, P-U-R-C-H-I. Le fondement du Purchi, c'est le suivant: toute agression contre la personne ou contre les biens d'autrui, ou contre un groupe et ses biens, donne matière à un paiement et va s'évaluer en bétail, en bijoux, en écheveaux de coton ou de laine, en barils d'alcool et parfois, plus rarement, en monnaie. Donc c'est un champ très large aussi. Si par exemple un enfant se blesse accidentellement en jouant alors que sa mère est à proximité, le père, qui était absent, demandera réparation de cette négligence à sa femme et à sa famille. Or, du fait de la matrilinéarité, l'enfant appartient au groupe de sa mère et non au groupe de son père, qui n'aurait donc pas de raison objective, en droit, si vous voulez, de se sentir lésé. Donc cette contradiction souligne aussi le fait que le système Wayuu doit trouver dans tout accident un responsable et évidemment une personne lésée. La partie lésée doit prendre l'initiative de demander la compensation qu'elle jugera adéquate, et les conflits sont donc avant tout des conflits privés. On ne fera appel à une tierce personne neutre qu'une fois la demande de réparation faite et si les deux parties ne parviennent pas à s'accorder. Le rôle de ce négociateur est d'arriver à un compromis en modérant les exigences des uns, en évitant les refus péremptoires des autres et en expliquant le bien fondé des deux positions. C'est vraiment un arbitre. Et cette sorte de marchandage a pour but d'éviter le conflit armé qui résulte de toute dispute non réglée par un paiement. Donc, l'arrivée de le remplacement de l'hétérosubstitution par l'homosubstitution, c'est-à-dire la mort d'une personne. Comme je l'ai dit, ces conflits armés suivent une logique segmentaire et pouvaient impliquer plusieurs matrilignages maximaux. Des descriptions du début du siècle, du début du XXe siècle, parlent de guerres très violentes, avec des massacres, des villages incendiés, du vol de bétail, etc. Les Wayuu, je l'ai dit, sont dotés d'armes à feu depuis longtemps, ce qui leur a permis en particulier de s'opposer aussi pendant longtemps à la présence coloniale, puis à la présence républicaine. Ils ont donc ils ont développé au fond cette forme d'organisation tout à fait sui generis dans un relativisme allemand et relativement protégé au fond de l'intromission des autorités coloniales puis républicaines. Si on compare cette forme de vendetta des Wayuu, on voit qu'elle a, avec d'autres formes de vendetta et de guerre qui sont courantes dans les basses terres d'Amérique du Sud, on voit qu'elle a pour caractéristique d'être une sorte d'excroissance de la logique de résolution des conflits fondée sur des atteintes supposées aux droits coutumiers, plutôt que, comme c'est le cas ailleurs dans les basses terres d'Amérique du Sud, fondée sur des formes d'acquisition de substances ou d'identité que l'on va chercher chez l'ennemi. En effet, ici, la guerre a des finalités politiques et économiques qui sont absentes ailleurs. Ailleurs, j'entends dans les basses terres d'Amérique du Sud. Elle implique une domination des segments vainqueurs, elle implique la capture d'esclaves domestiques, elle implique l'annexion territoriale, l'appropriation des biens des vaincus, l'appropriation du bétail en particulier. Elle contribue à perpétuer l'inégalité en permettant aux segments les plus puissants de perpétuer leur pouvoir et de l'étendre, puisque ce sont ceux qui peuvent fournir les troupes les plus importantes. Donc le gain n'est pas du tout symbolique, ontologique, comme vous voulez,
comme c'est le cas par exemple chez les Jivaros, comme c'est le cas chez les Tupis, où ce que l'on va chercher chez les ennemis, c'est soit un point de vue différent de soi en incorporant la position de l'ennemi, mais des avantages dans ce cas qui sont très concrets, très mesurables. D'autre part, l'endoguerre n'est pas ici, à proprement parler, une condition idéale ou métaphysique de la reproduction sociale, mais une extension de la logique de la compensation matérielle. Si donc la compensation matérielle, le prix du sang, existe bien dans les sociétés qui pratiquent ce qu'on pourrait appeler la guerre métaphysique ailleurs en Amérique du Sud, son importance n'est jamais que très secondaire et ce prix du sang est principalement employé dans les cas de vendetta entre proches parents et pour essayer de clore un cycle de vendetta, même si l'on sait qu'on ne peut jamais clore un cycle de vendetta. Chez les Wayuu, en revanche, la compensation matérielle est absolument centrale. Ce n'est pas un instrument pour clore un cycle, elle est absolument centrale, et la guerre apparaît comme le prolongement de cette compensation matérielle, c'est-à-dire comme une entreprise politique et économique rendue possible par la rupture d'un contrat. Récapitulons maintenant les aspects du système clanique Wayuu qui évoquent très fortement le régime ontologique du totémisme sous sa forme qui pour moi est la plus achevée, à savoir en Australie. On notera d'abord un étrange parallélisme dans le mode d'apparition des prototypes totémiques. Les êtres du rêve, les fameux êtres du rêve dans le cas australien, et ce qu'on appelle les grands-mères, c'est-à-dire des aïeuls en ligne matrilinéaire, ou Shu, dans le cas Wayuu, qui sont l'un et l'autre à l'origine des classes totémiques et qui surgirent de la Terre. Il n'y a pas très longtemps chez les Wayuu, quelques générations seulement, et en Australie, dans ce fameux temps du rêve, qui est un peu indéterminé, et qui surgirent donc ces prototypes de la Terre pour donner naissance à la lignée dont le groupe totémique est l'expression. Notons aussi que, comme le linguiste Carl Georg von Brandenstein l'a montré pour l'Australie, les classes totémiques qui portent le nom d'un animal, et c'est le cas le plus fréquent, ne dénotent pas, il a bien établi ça pour l'Australie, ne dénotent pas en réalité un taxon zoologique, mais un nom de qualité. Et ce nom de qualité sert aussi à désigner un animal. Il ne s'agit donc pas d'un nom d'animal, mais d'un nom de qualité servant aussi à désigner un animal, et c'est toute la différence, évidemment, qu'a pu faire le travail de Brandenstein pour dissiper cette idée d'une filiation à partir d'une sorte d'animal originaire. S'il y a filiation, s'il y a transmission de qualité du prototype, ce prototype n'est pas en soi un animal, c'est un prototype indéterminé, de forme indéterminée, qui porte un nom d'animal, qui porte un nom de qualité plutôt, et qui désigne aussi un animal. Or, il existe une dérivation analogue chez les Wayuu. Dans son analyse des principes de la filiation Wayuu, Alessandro Mancuso a en effet établi que dans la très grande majorité des cas, l'étymologie des noms de clans renvoie non pas à un nom d'animal ou à un nom de lieu, mais à une caractéristique comportementale qui définit ce clan et qui est mentionnée pour chaque clan dans le mythe d'origine des clans. On va revenir à ces noms de clans. Alors, Epieyu, par exemple, dont les membres sont caractérisés comme ceux qui viennent de leur propre maison, dérive de Kepia, qui est habiter une maison. Epinayu, ceux qui avancent d'un pas lourd, est dérivé de Epina, qui veut dire marteler, piler. Uliana, ceux qui avancent en silence, dérive de Uli, le pied, le pas. Ipuana, ceux qui vivent sur les rochers, dérivent de Ipa, rocher. Pushaina, ceux qui ont le sang bouillant, dérivent de Hacha, le sang. En outre, et même si le nom de l'animal totémique n'est pas comme en Australie un nom de qualité,
cet animal est néanmoins réputé exhiber de façon exemplaire la qualité particulière que les membres du clan sont dits avoir en commun. Ainsi, par exemple, la fourmi et les deux espèces de pécaris comme espèces éponymes pour ceux qui, dit-on, ont le sang qui bouillonne, ou bien le jaguar, le lapin et le chat pour ceux qui avancent en silence. Enfin, et à l'intérieur du clan, il existe, comme on l'a vu, des lignées qui ont une identité commune plus marquée car leurs membres partagent un même eki. Eki, c'est un terme qui signifie origine, mais aussi tête, base, parce que ces membres descendent de la même aïeule totémique émergée d'un trou dans la terre, site donc qui va revêtir une importance singulière pour les membres du matrilignage. En effet, c'est dans les parages de ce site d'émergence que sont déposés les os des défunts du matrilignage qui résulte de cette émergence, après qu'aient été accomplies les cérémonies de seconde funérailles. De la même façon qu'en Australie, l'âme des défunts est réputée rejoindre le site totémique du défunt afin de pouvoir se réincorporer, devenir libre à un moment et se réincorporer ensuite dans un autre individu. Dans le cas Wayuu, eh bien, de la même façon, les os sont déposés près de ce lieu d'émergence. Du reste, le signe que les membres du matrilignage qui partagent un même eki, une même origine, constituent véritablement une même chair, qu'ils forment un corps indissoluble au sens littéral, c'est qu'ils sont solidaires lors des vendettas. Non seulement ils doivent se prêter assistance, mais n'importe lequel d'entre eux peut être tué pour effacer la dette de sang, puisqu'ils sont interchangeables. Tous possèdent la même chair. Ils sont interchangeables avec le bétail et ils sont interchangeables entre eux. Ils ont tous la même chair. Et cette consubstantialité, elle s'étend évidemment au bétail qu'ils possèdent, raison pour laquelle ils ne peuvent pas en manger, ce qui serait une forme d'auto-cannibalisme, mais une raison surtout pour laquelle la dette de sang peut être payée avec du bétail, à la différence de ce qui se passe partout ailleurs en Amazonie, où la dette de sang ne peut pas être payée, en tout cas pas directement, puisque la chair des animaux domestiques du groupe totémique est identique à la chair des humains et que les animaux domestiques sont donc substituables aux humains. Donc le totémisme Wayuu, vous le voyez, il est beaucoup plus substantiel que le totémisme Bororo, en ce qu'une partie des non-humains qui intègrent le groupe totémique, les animaux domestiques, sont vus comme suffisamment identiques aux humains du point de vue de certaines de leurs qualités pour pouvoir, dans certaines circonstances, les remplacer. Alors il reste à voir maintenant comment le système totémique se combine avec le régime animiste dans le rapport aux animaux sauvages, et c'est ce que nous verrons dans la prochaine leçon.